Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Duodécime. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette suite consacrée au couple Mercure-Jupiter dans le cadre de l'approche astropsychologique. Et donc, on reprend là où on s'était laissé la fois dernière et on va aller un petit peu plus loin. Et donc, c'est un épisode riche, dense et qui, j'espère, vous plaira sur les complexes dits sociaux et ce que recoupe ce terme. Avant d'aller plus loin, on va faire un rappel sur ce qu'on a évoqué la fois dernière, sur le couple Mercure-Jupiter. On va resituer, je vais resituer, dans quel cadre Dan Rudyard propose cette approche. Donc, pour le dire d'une façon assez résumée, on a deux structures. La structure Saturne-Lune qui va proposer de densifier l'individu, lui donner justement une ossature, une structure, un cadre avec des fonctions qui sont en relation avec les images ou les archétypes de la mère et du père au sens de l'analyse transactionnelle, des parents nourriciers, des parents normatifs, donc le rôle Saturne-Lune. Et de l'autre côté, il y a le couple Mercure-Jupiter qui lui va permettre à cette structure autonome et normalement, si bonne réception dans le thème des planètes, donc équilibre relatif du sujet, le couple Mercure-Jupiter va permettre le développement de l'individu, tant sur le plan physiologique, un développement sain et non toxique, en fait, ça c'est le rôle, on va y revenir, de Jupiter en tant que foie, donc d'assimilation, et va permettre une croissance de l'individu et une mise en relation avec le monde extérieur. Et puis le développement de ce dernier pour arriver dans l'hypothèse la plus favorable à une étape que Dan Rudyard va nommer transcendance ou dépassement, ou se rapprocher de la théorie de Carl Gustav Jung de l'individuation. On a donc deux couples, ce ne sont pas les seuls, mais ces deux couples-là vont donc être les premières données qui vont nous permettre de définir un certain nombre de complexes. On peut le résumer ainsi: le complexe Saturne-Lune structure de façon polarisée l'enveloppe biophysique ou biopsychique de l'individu, c'est-à-dire sa manifestation incarnée, Saturne étant l'émanation de polarité masculine et la Lune de polarité féminine. De l'autre côté, le couple Mercure-Jupiter va représenter la capacité de la psyché à se mettre au service de la conscience, le développement de ce qui est imperceptible, au départ insaisissable matériellement en nous. Ce couple-là, pareil, il a une polarité qui va être représentée du côté masculin par Jupiter et du côté féminin par Mercure, et c'est ce qui, dans un premier temps, a structuré l'approche du tandem Mercure-Jupiter dans l'approche des complexes psychologiques et donc dans la lecture astro-psychologique moderne. Et c'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent que je remettrai en lien en description et puis peut-être en fiche quelque part sur l'écran en face de vous. Alors, dans cette approche, évidemment, maintenant que j'ai résumé un tout petit peu les fonctions et les appellations astrologiques, il faut replacer la pensée de Dan Rudyard dans un contexte. Je rappelle, Dan Rudyard, notamment l'ouvrage qui nous intéresse, donc Approche astrologique des complexes psychologiques, il a été publié en 1966. Dan Rudyard arrive dans une approche tant philosophique et astrologique évidemment que psychologique du problème du décodage, on va dire, de ce qu'est la structure psychique de l'individu grâce à l'outil astrologique. Mais il s'inscrit
dans une démarche qui n'a pas été commencée par lui, évidemment, et qui n'a pas été toujours recoupée sous la notion de psychologie, qui est une notion toute récente, notamment à l'époque de Dan Rudyard, mais enfin c'est une notion qui va lentement accoucher, être mis au monde à partir de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, et puis qui va connaître le retentissement dont on sait aujourd'hui, la discipline qu'elle est aujourd'hui. Et il est évident qu'on ne pourra pas reprocher au travail ou à l'approche que je vous présente là de Dan Rudyard de ne pas tenir compte de développements ultérieurs qui font l'objet de d'autres travaux de recherche en astrologie et donc en astropsychologie et qui tiennent compte notamment des sciences comportementales, des sciences cognitives, des neurosciences, tout ça étant apparu bien plus tard, et puis les dernières découvertes donc en neurosciences du XXIe siècle. Je précise aussi que Dan Rudyard s'appuie évidemment sur ce qui est à son époque au centre du travail de la psyché, c'est-à-dire il ne remet pas en cause la notion d'inconscient, de part invisible du fonctionnement de la psyché, indépendamment de toute rationalisation, sujet qui est mis à caution aujourd'hui, tout comme la psychanalyse. La psychanalyse est critiquée surtout dans ces premières décennies du XXe siècle, du XXIe siècle, pardon. C'est pas le débat, mais sachez que Dan Rudyard ne peut pas se situer dans cette critique. Pour lui, les postures ou les comportements ou les attitudes vis-à-vis des classifications du type psychose, névrose, c'est pas de son ressort. C'est quelque chose qui, à l'époque, est absolument accepté de tous, et de ça vont découler un certain nombre de critères, et donc on va retrouver ce langage, on va retrouver ce vocable qui appartient pour beaucoup à la psychanalyse, qu'elle soit freudienne ou lacanienne ou jungienne, la psychologie analytique. Donc on est dans un corpus de textes et d'auteurs qui, évidemment, sont à remettre dans le contexte, dans l'époque où ça a été écrit. Dan Rudyard est décédé en 1985, on ne peut pas lui reprocher d'utiliser ou de ne pas utiliser des outils qui n'existaient pas. Ça, c'est important aussi de l'entendre avant qu'on aille un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui sous-tend sa pensée et dans laquelle pensée il s'inscrit pour arriver à étudier ces complexes? Je suis obligé d'en passer par là pour que vous le compreniez et pourquoi l'astrologie avait et a toujours une pertinence à permettre aussi, et pas seulement, de définir le fonctionnement intrapsychique d'un individu. D'abord, Dan Rudyard reprend les travaux des gens de son époque, je vous en ai un peu parlé la dernière fois, mais il s'appuie aussi sur toutes les recherches philosophiques qui ont été faites avant lui. Les recherches vont s'étendre depuis l'Antiquité, les stoïciens, les platoniciens, les aristotéliciens, les néo-platoniciens, etc., jusqu'à la phénoménologie et tous les développements ultérieurs qui vont arriver jusqu'au milieu du XXe siècle, d'où il nous parle, d'où il écrit ce texte. Alors, la confusion aussi qui est souvent présente lorsqu'on va parler des travaux de Dan Rudyard, c'est l'approche de la notion de transcendance. Évidemment, ça appartient au champ philosophique, mais pas uniquement, et je voudrais repositionner un tout petit peu ces deux termes. Pourquoi je dis deux termes? Parce que à la transcendance, on va opposer l'immanence, et Dan Rudyard s'inscrit dans une lecture un tout petit peu intermédiaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux termes? Ce sont des oppositions philosophiques sur la conception de l'ineffable, selon les époques, de la divinité, du divin, de la monade. C'est des considérations métaphysiques qui n'ont pas toujours été appelées métaphysiques, puisque ça aussi c'est un débouché de la philosophie, mais en gros, l'immanence considère que tout est du ressort de Dieu. Tout appartient, quand je dis Dieu, c'est un absolu qui n'est ni engendré, ni dépendant de quoi que ce soit d'autre que de lui-même. L'apogée de cette conception, c'est 1660 et quelques, c'est Spinoza, et la nature naturante, la nature naturée, notamment. En tout cas pour ce qui est de la pensée qui va arriver jusqu'en Europe, en Occident. Et puis après, les développements de la philosophie naturelle,
tout ce qui va suivre, ce qu'on a appelé aussi la psychologie romantique du XVIIIe et du XIXe siècle en Allemagne. Je vous renvoie aussi à des auteurs comme Schelling, etc. L'immanence, donc, on appartient, tout le vivant, tout ce qui est manifesté, appartient à la chose qu'on pourrait nommer Dieu, mais en même temps qui n'est pas une représentation exhaustive de ce qu'est Dieu, le divin, la divinité, bref, tout ce qui n'est pas perceptible et descriptible. À cette définition de l'immanence, on va opposer ce qu'on appelle la transcendance. Dans le mot transcendance, on a la notion de dépassement, d'aller au-delà. Donc, la transcendance, pour les théologiens, c'est un attribut aussi de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu en lui-même, donc on pourrait dire Dieu, le divin, c'est ce que Dieu garde invisible aux yeux de sa création. Donc la transcendance est un mystère, et la transcendance n'est pas connaissable. Elle est inconnaissable, elle est ineffable, elle est non descriptible. Cette notion est une notion théologique. En philosophie, d'autres personnes vont définir la transcendance comme étant, et c'est plus une approche uniquement théologique, vont dire qu'il est possible à l'homme d'aller au-delà, de traverser quelque part ce qui est limité par sa conscience, pour aller vers ce qu'on va appeler notamment l'objectivation, c'est-à-dire être capable de penser les choses de façon objective au-delà des limites de notre champ de perception habituel. Ces deux notions, je les précise parce qu'elles conditionnent le développement des idées de Dan Rudyard sur la capacité qu'on peut avoir à dépasser les complexes psychologiques, dépasser le fonctionnement intrapsychique inhérent à tout être humain, pour aller vers quelque chose de plus sacré, pour aller vers quelque chose qui est donc transcendant. Et quand Dan Rudyard parle de planètes transcendantales, et qu'il parle notamment des planètes trans-saturniennes, son idée, je le précise là, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est pour que vous compreniez l'ensemble du corpus de Rudyard sur cette notion-là, c'est bien évidemment, lui, de se rapprocher de quelque chose qui est de l'ordre d'un divin, ou d'un soi, d'un tout, pour reprendre l'approche jungienne, par exemple, l'individuation. Donc c'est découvrir ce soi qui en fait est caché à l'intérieur de fonctionnements automatisés et inconscients. Mais tout autant, c'est aussi l'approche d'une dimension sacrée qui n'est pas... dont on ne peut pas faire la comptabilité, qui n'est pas quantifiable, ni même définissable par l'être incarné. Donc ces deux notions d'immanence et de transcendance sont des oppositions à bien comprendre sur le plan philosophique, bien comprendre la psychologie utilisée aujourd'hui, et notamment les travaux d'astropsychologie, c'est comprendre la philosophie de l'astrologie qui est derrière cette science sacrée, et notamment depuis l'Antiquité. Donc, je vous dis, jusqu'au XVIIe siècle, on va surtout considérer l'immanence comme étant prédominante, et puis, à partir du XVIIe et plus loin, on va commencer à théoriser la transcendance, et surtout au XIXe. Il y a beaucoup à dire autour de ça. On va s'arrêter sur un dernier point. La transcendance a été abordée par un monsieur que vous connaissez sûrement tous, et qui s'appelle Abraham Maslow, et Dan Rudyard ne revient pas aussi sur les travaux de Maslow, mais pour lui et pour le lecteur auquel il s'adresse, et pour donc les gens comme nous en astrologie qui avons étudié les complexes psychologiques par le truchement de l'astrologie, on est censé les comprendre et au moins en maîtriser quelques notions, de façon à ne pas être, je dirais, désarçonné face à certains raisonnements que Dan Rudyard va proposer. Donc, Dan Rudyard compte comme acquis un certain nombre de choses. On ne peut pas évidemment dans cette vidéo tout passer au crible, mais je vais revenir sur la pyramide de Maslow. Donc, la pyramide de Maslow, son principe,
Il y a 5 étages. Le cinquième est le moins connu, sans doute, de tous les étages, parce qu'il a été ajouté à la fin de sa vie par Maslow à sa pyramide, qui au départ en comprenait essentiellement 4 étages. Et donc l'idée, pour lui, pour Maslow, c'est qu'il y a des besoins, et ces besoins vont se hiérarchiser, et tant qu'ils ne sont pas satisfaits, on ne peut pas passer aux besoins suivants. Et pourtant, tous sont interdépendants d'un développement correct de l'individu. Le premier, c'est le besoin physiologique. Donc celui-là, il est dépendant de l'espèce, c'est-à-dire il est dépendant du fait que nous venons d'un mécanisme de la vie, et donc ce mécanisme de la vie a généré l'évolution des espèces, et on a besoin de respirer, de boire, de s'alimenter, on a besoin de sexualité, on a besoin de dormir, et on a besoin d'éliminer les choses qu'on assimile. Tous ces termes, à eux seuls, pourraient nécessiter un cours sur ce que sont ces besoins et quelles sont par analogie, correspondance dans l'astrologie, les choses auxquelles il renvoie. Pour vous donner une idée, respirer, qu'est-ce que c'est ? C'est l'inspiritus, c'est inspirer et expirer, l'inspire et l'expire, faire entrer le sacré et en faire ressortir celui-ci. C'est être capable d'interagir avec son environnement. C'est la première des interactions que va faire le nouveau-né lorsque ses bronches vont s'ouvrir au moment du premier cri et du premier souffle. Et on va renvoyer beaucoup ça à des domaines, notamment mercurien et du Gémeaux. Voilà, c'est pour vous donner un exemple qu'on pourrait le détailler. Une fois que ces besoins physiologiques sont satisfaits, l'être humain passe aux besoins de sécurité. Il lui faut donc un environnement stable, prévisible, sans anxiété ni crise. Ça, c'est important de le noter, sans anxiété ni crise. Et la stabilité, et la capacité d'anticipation, la prévisibilité de son environnement. Si les deux conditions sont satisfaites, on passe au troisième niveau. Il y a un besoin d'appartenance et d'amour. Ce sont des besoins qui nous renvoient à la nécessité d'être intégrés dans le champ du social, du collectif. En ça, vous allez retrouver immédiatement la notion jupitérienne, et puis on pourrait y ajouter la notion vénusienne, même si ce n'est pas le cadre de cette vidéo, mais vous sentez qu'on peut déjà aussi, dans cette lecture de la pyramide de Maslow, faire un certain nombre de corrélations avec notre propre grammaire astrologique. Le besoin d'appartenance et d'amour, c'est tout simplement ressentir l'affection de la part du groupe dans lequel on évolue, et au premier d'entre eux, il y a le groupe dans lequel on atterrit, si j'ose dire, lorsque l'on vient au monde. Et ça, c'est le champ d'étude des maisons qui va nous en apprendre plus là-dessus. Une fois que ce besoin-là est satisfait, on peut passer au quatrième étage de la pyramide de Maslow, à savoir le besoin d'estime. Quelque chose que j'aborde souvent, l'estime. Vous faites aussi un lien avec le signe du lion et les attributs du soleil. Confiance, respect de soi, reconnaissance et appréciation des autres. Ces termes sont interdépendants les uns des autres. Entendez bien par là que si aucun de ces termes-là n'est pleinement satisfait, il y aura forcément un déséquilibre. Comme je vous le dis souvent, l'astrologie, et donc l'astropsychologie qui n'est qu'un champ de l'astrologie et de cette science sacrée, et qu'on pourrait appeler autrement selon les époques et les années, elle est capable d'aller très loin dans cette lecture-là. Et je ne cherche pas à faire ici de démonstration scientifique, encore une fois. Ne venez pas m'opposer des arguments d'autorité de type scientifique avec l'astrologie. L'astrologie peut se servir des découvertes des sciences pour parler, dialoguer, communiquer avec le monde dans lequel les humains vivent, puisqu'elle a toujours été présente avec les humains. En tout cas, on en a des traces depuis les premières civilisations, mais ce n'est pas pour autant une démonstration scientifique dans la mesure où l'astrologie ne s'appuie pas sur la causalité. Encore une fois, elle s'appuie sur la corrélation. Le besoin d'estime, c'est le dernier étage pendant longtemps de la pyramide de Maslow. Et puis, il y a un cinquième étage que Maslow ajoute à la fin de sa vie, qui est le besoin d'accomplissement de soi. À lui tout seul, cet étage-là, il pourrait prendre facilement 2 heures. Rudyard, et c'est ça qui va l'intéresser, Rudyard comprend là que la motivation profonde de l'individu, lui qui comprend les travaux de Maslow, c'est cet accomplissement final.
Et c'est quelque chose qui est assez récent par rapport au texte de Rudyard. On est en 66, Maslow publie la théorie des motivations et des comportements humains au milieu des années 40. Donc on a une vingtaine d'années et il la complète au fur et à mesure. Ce besoin d'accomplissement de soi, Dan Rudyard l'entend aussi quand il parle de transcender la condition initiale. L'accomplissement de soi devient quelque part aussi l'accomplissement du soi. Maslow ne m'a pas influencé que Dan Rudyard, qui n'est qu'un penseur, un philosophe de l'astrologie, mais d'autres auteurs dans d'autres champs disciplinaires. Jung s'influence aussi de tous ses travaux et tous les gens qui ont travaillé dans l'approche de la psyché humaine. Ce rappel était nécessaire, je pense, avant d'aller un tout petit peu plus loin et donc d'entrer dans le vif du sujet astro. Alors, on se remémore, donc on parle de couple planétaire. Donc quand on parle de couple planétaire, on ne s'éloigne pas de la pratique de l'astrologie que l'on connaît. On va donc utiliser aussi en lien les territoires, c'est-à-dire les signes qui répondent d'abord aux planètes en question. Et donc le couple, comme je vous le disais tout à l'heure, Mercure-Jupiter, et je vais insister un petit peu plus sur ça aujourd'hui pour vous parler des complexes sociaux et de ce qu'ils déclenchent et de ce qu'ils sont en fait chez l'individu, il renvoie notamment aux signes qui sont maîtrisés par la Lune et Saturne, et de l'autre côté, aux signes qui sont maîtrisés par Mercure et Jupiter. On va mettre de côté les notions d'exaltation parce que elles aussi, elles ont leur mot à dire dans ces relations, ces interrelations entre les signes, les champs dans lesquels les planètes ont leur mot à dire sur les domaines de l'existence, les maisons. On va rapidement rappeler quels sont les axes. L'axe Lune-Saturne, c'est l'axe Cancer-Capricorne, c'est pour ça qu'on l'appelle l'axe du développement ou de l'élévation, parce que c'est l'axe qui va permettre la structuration du sujet, comme je vous le disais tout à l'heure, de créer une individualité forte. Quand je dis forte, ça veut dire résistante à son environnement, viable, on pourrait dire autrement. On pourrait citer des termes qui sont beaucoup plus durs employés dans la littérature du 19e, du 18e siècle, où on n'hésite pas à parler de mots comme individu, qui ont fait d'un individu un raté. Voilà. Par exemple, ce sont des termes que vous pouvez trouver parce qu'on considère que le thème rend un jugement qui est que l'individu n'a aucune chance de s'adapter à son environnement, voire d'y survivre. Dan Rudyard, évidemment, lui veut dépasser cette approche. Il n'aime pas cette notion de fatalisme et il pense que, à juste titre sur certaines choses d'ailleurs, on peut travailler sur le dépassement du conditionnement initial que nous décrit le thème astral, les moyens dont il estime qu'on doit faire preuve sont d'abord un travail sur soi par les outils modernes, donc la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie, le développement personnel, mais aussi une approche plus spirituelle. Il va s'intéresser notamment aussi aux pratiques qui sont à la religiosité hindoue, au bouddhisme. Enfin, il va essayer d'approcher différents champs de conscience, différentes approches théologiques pour dire on peut travailler sur soi, se développer, se dépasser. L'autre axe, les deux autres axes, c'est la croix qui va nous intéresser dans le couple Mercure-Jupiter, c'est la croix mutable, donc c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire et c'est l'axe Vierge-Poisson. Vous avez là un axe qui renvoie principalement à la notion de sens, avec un grand S. Gémeaux-Sagittaire, on explore, on fait des expériences en Gémeaux qui deviennent une réalité tangible faite sur l'expérience dont on tire des conclusions en Sagittaire, on pourrait le dire en d'autres termes, on pourrait parler également d'acquisition de savoir en Gémeaux pour en faire des connaissances en Sagittaire. Et l'axe Mercure-Vierge-Poisson, lui, va nous parler plutôt de notre capacité à nous mettre en empathie avec le monde qui nous environne, de façon plus ou moins safe pour nous, pour notre self, comme on dit, pour l'ego, pour la partie qui doit rester quand même intègre, pour ne pas s'effondrer. C'est-à-dire, empathie, c'est prendre le mal avec soi, le mal des autres, comprendre, entendre ce qu'il y a derrière
la pensée humaine de tout à chacun, des gens qui nous environnent, entrer en compassion avec la personne qui est à côté. Hein. Compassion, on prend la passion de l'autre, et dans le mot passion, il n'y a pas que des notions de tendresse ou d'amour, il y a des notions de souffrance, hein, je renvoie à la passion du Christ, des notions d'abnégation et des notions sacrificielles. C'est pour ça qu'on parle aussi d'axe du sacrifice, du service ou du sacrifice. Voilà. Ces deux axes forment la croix mutable, et donc les protagonistes, ceux qui vont tenir ces territoires en premier lieu, sont donc Jupiter et Mercure. Dans vos thèmes, première chose, première analyse, avant d'aller plus loin dans comment fonctionnent ces couples, il faut définir quelle est la partie de la croix mutable qui va être la plus sollicitée, c'est-à-dire comment vont interagir avec les signes les planètes. Pour ça, vous savez maintenant, vous avez un peu l'habitude qu'il faut déjà bien identifier si on est dans le cadre d'un thème diurne ou nocturne, une naissance de jour ou de nuit. Si on est dans une naissance de jour, on connaît la triplicité qui va donc agir, on connaît la secte, comme disent, ou l'équipe, ou la faction, comme on dit en astrologie, qui gère dans un premier temps, qui prend le dessus en fait sur le thème diurne, donc c'est le Soleil, Jupiter, Saturne, et puis toujours Mercure qui vient s'y ajouter, et Mercure est convertible, donc je reviendrai sur la définition de Mercure, ce qu'il a un statut un petit peu particulier dans un instant, et donc si on est dans un thème nocturne, et bien là, on va plutôt regarder donc la Lune comme étant le luminaire principal, on va s'intéresser évidemment à Mars et à Vénus, et toujours à Mercure. Je précise, ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de Jupiter, Saturne, etc., surtout lorsqu'on fait une approche astro-psychologique ou qu'on veut travailler la psychologie du natif. Simplement, ça va nous dire où les planètes ont d'abord un champ d'expression prioritaire. Hein. Dans un thème diurne, on va se référer aux maîtrises diurnes des planètes. Dans un thème nocturne, on va se référer aux maîtrises nocturnes des planètes. On va pondérer ce jugement, je ne vais pas le détailler ici, avec aussi la façon dont les maisons, les domaines de l'existence se répartissent et quels signes elles accueillent. En gros, est-ce que l'hémisphère nocturne habituel dans lequel doivent se trouver les signes, les planètes, pardon, puisqu'on est dans un thème nocturne par exemple, eh bien, elles vont aimer être en position sous l'horizon. Mais il est tout à fait possible que dans un thème nocturne, vous ayez des planètes au-dessus de l'horizon, elles vont donc pas avoir la même puissance parce qu'elles seront en position diurne. Voilà, tout ça, ça fait partie de mitiger, la mitigation, comme disent les Anglais. Et il y a donc ce cas de Mercure. Mercure, on va lui définir une attribution diurne ou nocturne sur la base de ce qu'on appelle un Mercure oriental ou un Mercure occidental. Vous connaissez en fait ces appellations. On en a déjà parlé sous une autre forme. C'est Mercure est-il avant ou après le Soleil? J'ai fait une vidéo sur ça il y a quelques temps. C'est cette fameuse notion qui a été aussi théorisée sous ces appellations-là par les astrologues humanistes et les travaux de Ten Rudyard. Hein. Donc le Mercure Prométhée, celui qui va se lever avant le Soleil, ou le Mercure Épiméthée, celui qui va se coucher après le Soleil, le Mercure du soir. Le Mercure Prométhée est donc le Mercure qu'on appelle oriental. C'est un Mercure diurne, oriental, à l'est, se lève en premier, il parle du jour. Il va donc naturellement s'intéresser à son champ d'expérience, qui est le signe dit diurne, le Gémeaux. Quand Mercure est occidental, donc il est épiméthée, dans votre thème, et quelle que soit sa position, ça vous le soyez, dans sa position, s'il est à droite ou à gauche du Soleil, en fait, hein, c'est tout simple, eh bien vous allez considérer qu'il est plus en relation avec la partie nocturne du territoire dont il a la responsabilité, à savoir la Vierge, notamment. Et voilà, ça c'est, avec cette première investigation du thème, vous savez déjà si le thème est nocturne ou diurne, et quand vous avez analysé la qualité donc de votre Mercure, vous savez déjà quels sont les signes qui vont prendre une importance première. Les planètes, où elles vont d'abord porter leur attention et où elles cherchent à contrôler l'énergie du signe. Quelle est l'énergie dont elles sont
la première dépositaire et comment elles veulent la faire ressentir dans le thème, et donc comment elles font vivre les domaines de l'existence en relation avec les cuspides de maison qui tomberaient dans ces signes. Ça, c'est très important, c'est l'analyse de l'astrologue, et c'est le travail de l'astrologue que de faire cette première préparation pour voir comment s'articule la croix mutable, je vous rappelle, donc qui est Gémeaux Sagittaire, Vierge, Poisson. Le travail de l'astrologue, avant d'aller dans la profondeur du sujet, quel est-il ? Évidemment, il n'est pas médecin, il n'est pas psychologue, même si on peut écrire psychopraticien comme je l'ai fait, ou comme d'autres l'ont fait, parce que c'est intéressant d'aller vers cette formation-là. On a plein de certifications qui nous proposent d'aller vers ces métiers-là. Mais au-delà de ça, l'idée en astrologie, c'est pas tellement d'être dans le diagnostic au sens médical du terme, parce que c'est quelque chose qui est réservé à la médecine, c'est plutôt d'avoir une connaissance, ou du moins une première approche, une première lecture de ce qu'est la réalité du fonctionnement de la psyché. Savoir ça, ça permet aussi de comprendre la façon dont on peut exprimer, retranscrire par notre lecture, comme on dit, notre interprétation du thème, comment on peut la donner, la transmettre à celui qui nous en fait la demande. Et donc il est nécessaire de connaître un minimum les fonctionnements et les travaux qui sont en lien avec la psychologie, pour le dire rapidement, et aussi avec la philosophie d'une façon générale, et la philosophie de l'astrologie en particulier. Le rôle de l'astrologue, c'est le discernement. Et ça, on ne peut pas le résumer dans cette vidéo, mais sachez que quand je parle des complexes là, ce n'est pas un jugement définitif. Quand je vais vous dire telle et telle chose, ça ne veut pas dire que tout le monde fonctionne comme ça. Donc c'est un préambule important à comprendre. Ça, c'est le travail, le vrai travail de la véritable astropsychologie, on pourrait le dire comme ça, c'est-à-dire plutôt que de chanter je ne sais quoi de mielleux ou de doux à l'oreille des gens, c'est simplement d'essayer de comprendre comment ce thème va s'exprimer, qu'est-ce qui est recevable par la personne en face de soi. Pareil, si vous êtes intéressé par les travaux d'Anne Rudyard, je vous renvoie à son ouvrage de la pratique de l'astrologie qui donne une déontologie assez intéressante pour l'approche de la consultation astrologique. Je trouve qu'elle est toujours d'actualité, même s'il y a des choses avec lesquelles je me distance, je prends mes distances chez Dan Rudyard, notamment tout ce qui est la notion d'ère du Verseau et toutes ces notions de New Age qui ont été récupérées, déformées. Enfin voilà, je ne refais pas le topo sur tout ça, mais la notion bienveillante et d'écoute, elle s'appuie aussi sur une connaissance et une mise à jour de ces connaissances. Que vous le fassiez dans un cadre structuré universitaire ou que vous le fassiez par vous-même, l'important c'est de le savoir. Voilà, ça c'est le travail de l'astrologue pour remettre en perspective dès qu'il met le doigt dans l'engrenage de la lecture psychologique ou du fonctionnement intrapsychique du sujet. Il n'y a pas que ça dans un thème, mais il y a ça aussi. Sachez que on pourrait aller très loin. Dans un thème, on n'a pas que l'être qui est en face de nous. Par le champ des maisons et la puissance des maisons dérivées, on a aussi ses aïeux, on a aussi son environnement social, on a énormément d'informations, et avec les parts, encore plus. Et on est presque capable de travailler, je ne reviens même pas sur l'axe des nœuds et les travaux plus récents sur la lune noire qui nous apportent encore d'autres ouvertures, avec une prudence nécessaire aussi là-dessus, parce que ce sont des travaux empiriques qui n'ont pas toujours une démonstration qui peut être faite. Ce sont là parfois des travaux d'essai, des tentatives d'explication, mais qui ont une pertinence. À vous aussi de les essayer et de voir les retours que vous avez quand vous en parlez aux gens autour de vous, parce que vous essayez à la lecture de thèmes. Mais on peut aller très loin. Donc, c'est-à-dire que quand je vous précise ce point, au-delà de la croix mutable dont on vient de parler, on pourrait aussi définir, si on revient à la pyramide de Maslow, si par exemple les besoins physiologiques, la condition de la naissance, et notamment la condition de l'ascendant. L'ascendant, c'est le corps psychique de l'être, et la façon dont son maître est reçu dans le thème, etc. Quelles sont les conditions de la venue au monde, comment celui-ci est reçu, est-ce que ses besoins primaires physiologiques, respirer, boire, s'alimenter,
la sexualité, dormir, éliminer. Vous voyez que tout ça, ça renvoie à des domaines de l'existence aussi. Comment ça s'est vécu? L'étage 2, le besoin de sécurité, une analyse des maisons. Alors, évidemment, on a plus parlé de la maison 1 et de l'ascendant quand on parle du besoin physiologique, mais besoin de sécurité, ça commence déjà, et même l'étage d'après, le besoin d'appartenance, avec la maison 3, avec la capacité à entretenir, à relationner avec une fratrie existante ou non, et avec peut-être du transgénérationnel à ce niveau-là. Si vous avez des frères et sœurs qui auraient dû naître, ou qui sont nés puis décédés, ou si vous aviez un frère ou une sœur jumelle qui est décédé en couche, enfin, pas elle décédée en couche, mais qui est mort-né, voilà, tout ça, ça donne aussi un contexte. Ce besoin de sécurité et l'environnement stable dont parle Maslow, prévisible, sans anxiété ni crise, évidemment, l'étude de la 4, ben, elle va vous donner aussi beaucoup d'informations, l'étude de la 7 aussi. Vous voyez qu'on peut aller très loin, et avec les maisons dérivées, on peut aller encore plus loin. On peut parler du père, on peut parler des conditions, des moyens qui sont à disposition, donc financiers, avec la maison 2 de la 4, c'est-à-dire la 5, on peut parler des moyens qu'il y avait dans le foyer, de l'argent du foyer, au moment de la naissance, etc. On peut aller très très loin. Donc l'astrologie, elle a des outils pour aller loin. C'est le travail de l'astrologue que de faire le tri dans tout ça, et de savoir ce qui est de l'ordre de l'élucubration, de ce qui est de l'ordre du plutôt intéressant à transcrire et à redonner par sa lecture et son interprétation à la personne qui vous consulte. Et ça, c'est très important. Et puisqu'on parle de Dan Rudyard est sûrement l'un de ceux qui l'a le mieux écrit, je trouve, au XXe siècle. Après, ça a été repris par plein d'auteurs, et je ne les connais pas tous, mais en France, il y a d'autres auteurs qui font des approches très intéressantes. Mon but n'est pas de tous les citer, mais voilà, l'idée, c'est garder en tête que c'est ça le travail en astropsychologie du praticien, c'est d'être capable de créer une grille de lecture et de faire un crible, de faire une discrimination dans toutes les informations que le thème renferme. Mais on peut aller très loin en astrologie et ça peut prendre énormément de temps pour analyser tous les étages de la pyramide de Maslow et voir la capacité que le sujet a à y répondre par le jeu des maîtrises, par le jeu des aspects, par le jeu de l'étude de la réception des planètes qui sont en maîtrise des différentes maisons. Tout ça fait partie du travail de l'astrologue et plus vous serez entraîné, plus ce sera automatique, plus ce sera rapide. Donc, on resitue. Le couple planétaire Mercure-Jupiter parle de l'assimilation avec Jupiter et de la communication, des échanges, de la capacité à commercer avec Mercure, voire jusqu'au sacrifice avec Mercure. Il est bien évidemment dépendant, ce couple-là, de l'intégration du couple Saturne-Lune dans le thème, et il répond, le couple Mercure-Jupiter, à la croix mutable, et donc vous savez maintenant comment regarder quel est le transept, quel est l'axe de la croix, la branche de la croix qui est dominante, en fonction du fait de la façon dont votre thème se présente, s'il est diurne ou nocturne, si Mercure est oriental ou occidental, vous avez des outils déjà pour rentrer à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que les complexes sociaux qui sont inhérents, et dont on parle Dan Rudyard? Les complexes sociaux, ce sont tous les mécanismes de défense qui vont se mettre en place au regard de la faiblesse de l'individu dans sa structuration du couple Saturne-Lune. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais sachez que c'est là que ça prend sa racine. Qu'est-ce que c'est que la faiblesse du couple Saturne-Lune? C'est la réception de ces deux planètes, c'est les aspects qu'ils font, et là encore une fois, les domaines de l'existence, c'est-à-dire les maisons qu'elles occupent, de quelles maisons sont-elles aussi les responsables, les maîtres, les almutènes, tout ça va jouer. Et le couple Jupiter-Mercure, qui est censé aider l'individu une fois structuré, autonome, indépendant, c'est-à-dire viable, qui devient viable sur le plan psychique et physique, eh bien, il faut bien qu'il se développe et qu'il se mette à relationner, à interagir avec son environnement et à croître. Et pour ça, il a besoin d'assimiler Jupiter et aussi d'aller chercher la nourriture que Jupiter assimile. Donc Mercure qui va avoir ce rôle, comme ça, d'aller piocher les choses dans les différents domaines de l'existence et d'interagir avec aussi les autres planètes. Et donc, les autres planètes sont des symboles, en fait, qui vont nous permettre de dire comment
En fait, je ramène à moi les choses que je dois assimiler, faire entrer en moi-même. Quand il y a une faiblesse du couple Saturne-Lune, le couple Jupiter-Mercure se met à fonctionner d'une façon inadaptée. C'est ce que postule Dan Rudyard. Il va donc dire que le principal complexe social qui émane en général d'une inadaptation du couple Saturne-Lune va se transformer par un fonctionnement Jupiter-Mercure qui amène au sentiment de culpabilité. Et derrière ce sentiment de culpabilité, il évoque plusieurs complexes dont il faut aller chercher parfois les articles qui n'ont pas été traduits en français sur, par exemple, ce qu'il appelle l'oppression mania ou ce qu'il appelle les différentes formes de sadisme. Je crois qu'il parle de la kleptomanie, j'ai noté là à côté sur mon écran. Il applique aussi le fait de compenser par les domaines religieux une certaine vacuité de l'estime de soi. Bref, pour lui, de cette capacité plus ou moins bien réussie par le couple Saturne-Lune à créer une enveloppe du moi, c'est-à-dire une protection autour de ce qu'est l'individu et de ce qu'est l'ascendant quelque part, de cette capacité à faire un être stable et plus ou moins équilibré. Et je vous renvoie en ça à la logique de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire le besoin physiologique et ainsi de suite. On empile les couches, les différents besoins, s'ils sont suffisamment accessibles au sujet, parce que celui-ci a une intégrité qui est forte et structurée, le couple Jupiter-Mercure va présenter des challenges, certes, mais il ne va pas chercher à compenser quelque chose qui est de l'ordre de la faille, notamment de la faille narcissique. Ça, c'est la faiblesse saturnienne. Et donc, il ne va pas dysfonctionner par des mécanismes qui sont des mécanismes de compensation, on pourrait dire aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais aborder dans cette dernière partie de vidéo, c'est, maintenant que je vous ai donné un peu ces complexes-là, évidemment, le but de trouver ces complexes sociaux à l'intérieur du thème, ou de reconnaître qu'il peut en survenir, qu'il est possible qu'il en survienne, c'est de voir comment l'individu va essayer de s'adapter, par exemple, à une absence du père ou de la mère, qui va être marquée dans le thème, soit par des fragilisations des maisons qui renvoient à la vie de la maman ou du papa, soit par l'analyse du couple parental en tant qu'archétype éducatif Saturne-Lune, comment le couple Jupiter-Mercure va adapter l'individu à ça. Est-ce qu'il va prépondérément lui demander une compensation du type réconfortante, c'est-à-dire le besoin d'amour va essayer de compenser les choses, et s'il y a une fragilité jupitérienne, vous allez compenser, on en a parlé un peu la dernière fois, par la nourriture, mais par toute forme d'excès. Pareil, si Mercure se retrouve dans une posture où il est en mauvaise réception, par exemple, on peut avoir un Mercure Sagittaire. Le Mercure Sagittaire, on le dit en exil, tout simplement parce que la maîtrise de Mercure est en Gémeaux, mais c'est pas un hasard si on a fait ça comme ça, et si le corpus astrologique a retenu ces choses-là, c'est que le périgée et l'apogée de Mercure se situent dans cet axe-là, c'est-à-dire que Mercure est au plus proche de sa source lorsqu'il est en Gémeaux, et il est au plus loin, à l'apogée de sa source, lorsqu'il est en Sagittaire. Donc de là, on découle toute une forme d'analogie sur sa capacité à transmettre ou à récupérer ou parfois à s'éparpiller. Ça, c'est une fragilité mercurienne qui n'est pas en soi la plus grave, mais vous avez la chute de Mercure en Poisson, donc là c'est pareil, son domicile et son exaltation sont positionnés en Vierge et aussi autour du 15e degré de la Vierge. Sa chute va être positionnée autour du 15e degré du Poisson particulièrement. On peut attribuer tout le territoire du Poisson comme ça. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont un Mercure en Poisson vont avoir des problèmes à gérer Mercure. Simplement, il y a une notion de dissolution du Mercure
dans le poisson, parfois une dissolution chimérique, un éparpillement ou un besoin ou une volonté de vouloir aller dans plein de directions inclusives, mais si Jupiter n'est pas forcément bien reçu lui de son côté ou en mauvaise relation avec ce dernier, eh bien Jupiter ne fera pas le rôle d'assimilation des rencontres et des expériences physiologiques et psychologiques que le sujet va vivre. Et donc il va y avoir des tensions intrapsychiques qui vont se manifester. Pareil, si Mercure est en exil dans le signe du Sagittaire, s'il n'y a pas une bonne relation avec Jupiter, une bonne relation c'est un bon aspect tout simplement, et une bonne réception, c'est-à-dire si ces planètes ne s'entendent pas ou n'arrivent pas à communiquer par réception, la difficulté ça va être de ne pas éparpiller Mercure dans une soif dogmatique, le Sagittaire, de compréhension. C'est-à-dire, je cherche une règle au travers de la connaissance. Une règle pour finalement, discipliner. Ça va être notamment pour compenser une faiblesse saturnienne. Voilà. Mais je peux aussi chercher à compenser une faiblesse lunaire. Bref, il y a plein de notions comme ça qui sont liées à l'analyse purement astrologique, et c'est sur ça que j'insiste dans cet épisode, c'est que si vous voulez comprendre les différents complexes que j'ai évoqués là sans les détailler d'adaptation, il faut regarder comment les planètes sont reçues à l'intérieur du thème et quels sont les champs d'expérience qu'elles commandent. Pour aller dans une forme de conclusion, je vais vous parler un tout petit peu de l'axe relationnel sur lequel je parle souvent, La difficulté pour le couple Jupiter-Mercure, la première, et qui est identifiée dans les travaux de Dan Rudyard, c'est qu'il peut favoriser, lorsqu'il y a une faiblesse dans le couple Saturne-Lune, ce qu'on appelle le déni. Alors, le déni, la dénégation, c'est quelque chose qui appartient, c'est un terme le déni, un déni de justice, ça existe depuis, je ne sais plus si c'est le 15e ou 16e siècle, bref, mais le déni en tant qu'expression, notamment dans le champ de la psychanalyse, c'est quelque chose qui apparaît avec la psychanalyse, donc 20e siècle, et on a plusieurs expressions de ce déni chez Freud, forclusion chez Lacan, je ne sais plus comment on l'appelle, un autre, je sais plus si c'est Laforgue ou un autre, scotomisation, bref, il y a 2 ou 3 formes d'expression comme ça du déni, avec chacun à sa théorie derrière. Lacan va notamment travailler sur les noms du père, NOM, le nom du père, donc en gros la structure du père dans ce qu'il a, dans cette fonction archétypique finalement de ce qu'est un père, c'est un Saturne en fait dont parle Lacan. L'idée c'est que Jupiter-Mercure sont des planètes qui vont systématiquement via la croix mutable ramener à une notion sacrificielle et parfois autodestructrice par l'entremise du déni. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer pour terminer. En réalité, si Mercure dépend d'une structure principalement introvertie, c'est-à-dire que s'il est dans une posture d'introversion, je vais mettre les conditions à l'avance, c'est-à-dire vous identifiez une faiblesse à un endroit du couple Saturne-Lune ou de l'un des éléments Saturne-Lune, un carré Lune-Saturne, une opposition Lune-Saturne, une réception de ces planètes dans des signes où ils se sentent plus ou moins bien. Bref, vous identifiez une fragilité dans ce couple Saturne-Lune et vous essayez de mitiger et de pondérer évidemment votre avis avant de rendre des jugements qui seraient des diagnostics à la va-vite. Mais vous regardez qu'il y a une fragilité dans cette structure-là et vous essayez de la comprendre par rapport aux maisons, au domaine de l'existence et à la nature des signes qu'elles entraînent et donc de ces planètes. Une fois que vous avez identifié ça, prenons par exemple, on pourrait dire, je vous donne un exemple, vous identifiez un carré Mars-Lune, c'est un complexe de castration, je vous en ai souvent parlé. Il y a une fragilité, Mars-Lune, ça appartient au couple Saturne-Lune, ça fragilise le tandem Saturne-Lune, ça parle d'un autre couple planétaire qui est le couple Vénus-Mars, qui n'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est un complexe
qui va fragiliser la première structure, la structure archaïque de l'individu. Donc, on essaie d'identifier, par exemple, si à l'intérieur du thème natal, on a dans le fonctionnement Jupiter-Mercure et donc dans la réception de ces planètes, est-ce qu'elles sont en domicile, ces planètes, est-ce qu'elles sont exaltées, ces planètes, est-ce qu'elles sont en aspect favorable au luminaire, comment elles interagissent avec le monde de l'émotion, la Lune, le monde des désirs, des besoins, Vénus, etc. La relation que Jupiter va entretenir, et notamment la relation qu'il va aussi entretenir avec Saturne, le couple Saturne-Jupiter, la relation qu'entretiennent ces deux parties-là, c'est notre capacité à structurer l'individu, comme je disais tout à l'heure, à le développer, mais pour un objectif collectif. C'est-à-dire, en gros, à ne pas être quelqu'un qui vit uniquement pour lui. C'est le défaut premier. D'ailleurs, Dan Rudyard met en garde dans les années 60 sur ce qui se passe exactement aujourd'hui dans nos sociétés occidentales et ce qui se passait déjà sans doute dans la société américaine à l'époque, c'est-à-dire l'effondrement de certains principes saturniens et donc de certains principes aussi de ce qu'est la notion de vivre en collectivité et donc de se mettre au service d'un collectif et donc d'un dérèglement de l'ego pour devenir une individualité et uniquement une individualité, et donc le couple Saturne-Jupiter, lorsqu'il déraille comme ça, ou lorsqu'il défaille, eh bien c'est une infatuation de l'ego qui va en résulter. Ça c'est une parenthèse, mais donc on regarde la réception de Mercure et Jupiter, on regarde les aspects de ces planètes, et on va notamment avoir dans les signes dits féminins, lorsque Mercure occupe des signes féminins, alors je précise évidemment, Mercure il est en domicile lorsqu'il se trouve en Vierge, pour autant, il peut être, parce que c'est un signe féminin, il peut quand même appartenir à cette mécanique du déni, de la forclusion, comme dirait Lacan. Et je vais vous préciser ce que c'est que le déni. Le déni, c'est le fait de ne pas être capable d'identifier les dysfonctionnements inconscients ou conscients, enfin, inconscient ou semi-conscient, on ne peut les admettre, on ne peut les reconnaître. On n'accepte pas de les reconnaître, c'est un mécanique de défense. En gros, c'est les gens, vous savez, on utilise cette expression tout le temps, t'es dans le déni, t'es dans le déni, parfois on l'a dit à mauvais escient, mais globalement, ça c'est quelque chose d'important quand vous regardez un thème, le vôtre ou celui de quelqu'un qui vous a demandé de le regarder, c'est de comprendre est-ce que la personne peut entendre ce que je vais lui dire. Parce que si je lui parle d'un complexe social qui renvoie à l'insécurité, à la phobie, à la luxure, à l'avidité, pour reprendre des termes qu'utilise Rudyard, ou à l'agressivité, ou à la colère, et que la personne est dans le déni, c'est-à-dire elle pose un interdit cognitif sur ce que vous êtes en train de lui dire, elle ne peut recevoir ce que vous êtes en train de lui dire, c'est pas la peine de vous enfoncer en essayant d'aller la faire entrer dans cette logique-là, parce que vous allez accentuer la résistance, et vous allez parfois entraîner même l'ire de cette personne, parce qu'elle va refuser, avec son propre tempérament, parce que ce sera une mécanique qui sera mise en place depuis des années, elle va refuser d'entendre ce que vous avez à lui dire. Et ce mécanisme du déni, c'est le couple Jupiter-Saturne qui essaye de compenser, Jupiter-Mercure, pardon, qui essaye de compenser des faiblesses du couple initial Saturne-Lune, des deux ou de l'un ou l'autre, de la mauvaise façon. Et donc, comme il le fait de la mauvaise façon, il ne veut pas entendre le sujet qu'on lui rappelle que c'est de la mauvaise façon. Et quand Mercure, principalement, est dans un signe féminin, même quand il est en domicile dans la Vierge, qu'il accentue la réceptivité, l'introjection des informations, il renforce le sujet dans ses convictions propres et il le pousse à ne pas interagir avec le monde extérieur. Même lorsqu'il est dans des, et encore plus je dirais lorsqu'il est dans des maisons qui vont parler de la communication avec le monde, c'est-à-dire des maisons qui sont à partir de la 7 jusqu'à la 12. Ce renfort-là d'un Mercure qui va donc être dans un signe féminin, dans un contexte où il y a une fragilité de la structure Saturne-Lune, dit il y a un complexe de culpabilité qui va être masqué, inhibé, voilé, et qui va souvent être inaccessible pour le sujet, parce que derrière, il y a un déni, et parfois un fort déni.
Ça va dépendre de la nature, encore une fois, des aspects que vont recevoir Mercure, du type de Mercure. Mais c'est là une des choses les plus intéressantes à aller regarder quand vous commencez à travailler sur le couple Jupiter-Mercure. Le déni, c'est celui qui va amener aux comportements les plus autodestructeurs, c'est-à-dire l'assimilation initiale qui sert au développement de l'individu de Jupiter va être mal employée. Elle va être employée soit pour retourner les choses contre l'individu, c'est-à-dire lui faire assimiler un tas de choses malgré lui pour compenser la faiblesse de la structure qui est à côté, donc je répète Saturne-Lune, et qui est défaillante à certains égards, et ça peut donner toutes sortes d'excès. Donc avec un Jupiter même en domicile, comme je vous disais, vous pouvez avoir un Jupiter opposé Mercure dans l'axe Poisson-Vierge, vous êtes en plein dans une espèce de dualité, d'opposition, typique de la conjonction, hein, Mercure en Vierge, Jupiter en Poisson, on va même abstraire les maisons, simplement pour dire que déjà, il y a cette notion, cette nécessité d'être sur les deux extrêmes, sur les deux extrémités du diamètre. Donc quand on est du côté de la Vierge, on est du côté très subjectif de ce qui devrait être bon pour nous, et en même temps on est dans l'anticipation de ce qu'on n'a pas ou de ce qu'on aimerait avoir. Et de l'autre côté, on a l'avidité jupitérienne qui va surtout demander une mise au sacrifice, une mise au service, une mise à l'empathie. Tout ça sont à la base des qualités normalement chez un être. Mais opposé, et à replacer dans le contexte du thème, eh bien, le tandem Mercure-Jupiter ne va pas aider l'individu à, on va dire, à compléter ou à renforcer ou à réparer la faiblesse de la structure Saturne-Lune. La personne va avoir une prépondérance à aller simplement réconforter la blessure narcissique originelle dans l'axe du service, pour le dire simplement. Et un déni peut en résulter. C'est-à-dire que la personne, après ça dépend des configurations, mais imaginez que vous ayez un thème très défensif avec du Mars, avec des Saturnes très forts, etc. Vous avez des personnes, quand il est Saturne très fort, c'est un Saturne qui va s'opposer dans certaines maisons, qui va interdire certains champs, qui peuvent être des champs de la compréhension en 3, ou des champs de l'osmose avec les autres en 11, ou de la modification ou de l'évolution en 8. Ça veut dire que la personne va rester objectivement braquée sur quelque chose qui de toute façon est négatif pour elle. Elle le sait, en cela c'est conscient que dans l'axe du service ou dans cette espèce de sacrifice permanent par empathie, elle souffre, elle le sait. Mais pour autant, elle va dénier, elle ne va pas aimer qu'on lui en parle si elle est dans cette structure défensive. Et quand on va lui dire, ou quand elle voudra survivre face à cette sensation d'être vampirisée par le monde extérieur, qui est propre à cet axe-là, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la personne a on peut dire l'individu a deux voies dans lesquelles il y a plusieurs ramifications. Une qui va plutôt être du côté de l'autodestruction, c'est-à-dire la personne va prendre sur elle par compensation, et cela va l'amener petit à petit à intoxiquer soit son être, l'assimilation ne fait plus son rôle, Jupiter est débordé, et l'autodestruction et l'effondrement. Ou de l'autre côté, c'est la résistance à la nécessité, à l'obligation. Je reste toujours cet exemple de l'opposition avec les deux planètes en domicile pourtant, hein. Mercure en Vierge, Jupiter en Poisson. On peut se retrouver avec une constante accumulation de mise au service de l'autre. C'est pas les seuls placements qui indiquent cela, hein. Vous pouvez avoir un fort axe Vierge-Poisson qui est marqué d'une façon ou d'une autre dans votre thème, va indiquer que de toute façon, c'est sur ce domaine-là de la mise au service ou de l'empathie qu'il faut aller travailler, et ça génère du déni. Non pas du déni par rapport au fait qu'on fait ça, mais du déni par rapport aux conséquences que ça nous amène à avoir sur les autres. Et la première, donc je vous disais, c'est la conséquence d'autodestruction, et la seconde, c'est la conséquence d'agressivité, c'est-à-dire de défense. Hein, c'est ce qu'appelle l'oppression mania d'Enrodier. C'est-à-dire, on va agresser son environnement dans l'espoir que son environnement ne nous attaque pas. Et donc, tout rapport à l'environnement extérieur, ça sera un rapport d'agression, mais la personne est dans un déni. C'est-à-dire, vous lui dites ça, elle va contre-attaquer encore plus en disant
je vois pas du tout de quoi tu me parles, quoi. C'est pas moi. Elle ne se reconnaîtra pas dans cette définition. Donc pour vous, c'est pas la peine d'essayer de lui expliquer. Enfin, en tout cas, vous pouvez essayer, mais vous allez vous reprendre un retour de flamme assez violent. Parce que la personne se défendra de ça, elle va se masquer de cela. Et pour ça, il faut mettre en relation ce que je vous disais tout à l'heure avec la pyramide de Maslow, c'est qu'il y a un étage qui s'appelle le besoin d'amour qui est jamais com- complété. Cet étage-là, il n'est pas complété et il devient même une nécessité de la haine. Je copyright. C'est-à-dire que ce besoin d'amour devient une nécessité de la haine. Parce que il n'y a pas d'amour et le sujet le sait. Le sujet le sait parce que lui, il sait aimer par empathie, par prise de conscience initiale. Et le dysfonctionnement du couple Mercure-Jupiter fait qu'il va se mettre au service permanent des autres. Et au-delà des poncifs du sauveur-sauveteur, de ce syndrome dont on entend tout le temps parler, c'est l'une des premières causes que moi j'observe en consultation qui fait souffrir les gens, mais aussi qui les amène à ne plus regarder leur propre violence, soit contre eux, comme je vous disais, autodestructrices, par des comportements boulimiques avides, mais pas que de nourriture, hein, de plein d'autres choses, ou par des comportements d'agressivité permanente. C'est-à-dire que c'est des gens qui aussi, et là vous allez regarder Mars, vous allez regarder Pluton, vous allez regarder plein d'autres facteurs qui vont parler de ça, ou de résistance, Saturne, et c'est des gens qui peuvent être dans dans un sacrifice empathique total vis-à-vis des autres. Ça les bouffe, et en même temps ils sont d'une froideur à vous glacer le sang dans leur façon dont ils vont vous répondre, ou dont ils vont s'adresser à vous, ou dont ils vont dénier, s'ils vous consultent, ce que vous êtes en train de leur dire, parce que ils ne veulent pas considérer, c'est pas une incrimination, c'est un fonctionnement, c'est un mécanisme de défense, ils ne veulent pas considérer qu'ils remplacent le besoin d'amour par une nécessité de la haine, c'est-à-dire, quand je dis je copyright, c'est que c'est un concept que j'ai développé dans mes cours et dans l'ouvrage qui toujours apparaît, ça en fait sourire certains, je sais, l'axe 1-7, donc l'axe relationnel, mais l'idée c'est qu'en fait, au-delà d'aller dans la quête d'amour, on y renonce en fait complètement et on veut plus ça. Et pourtant, on a un Jupiter en Poisson, donc on s'empresse pas d'aller définir ça. Mais on n'a pas que Jupiter en Poisson, on peut avoir le Poisson valorisé. Et la quête d'amour, en fait, elle fait plus partie du jeu, elle est plus dans le game. Ce qui est dans le game, c'est comment j'empêche les gens d'accéder à cette partie-là de moi, parce qu'elle me bouffe, et comment je suis dans une attaque permanente. Donc, les complexes sociaux, et notamment le complexe de culpabilité, va aussi s'alimenter de ça, parce que la personne, de ça, elle n'est pas non plus complètement ignorante. C'est pour ça que la notion d'inconscience est à mesurer. Alors quand je vous parle d'autodestruction ou de nécessité de la haine, encore une fois, et comme tout en astrologie, je vous en prie, de la mesure, on parle des intensités maximum, des effets maximum, à vous de doser, de ramener ça sur une échelle graduée, en fonction du sujet, du thème, des réceptions, de l'ensemble des choses qui sont sous vos yeux, et de votre expérience et de vos connaissances. C'est le travail de l'astrologue. Mais voilà ce qui est en jeu, et donc ça amène à un complexe de culpabilité car n'ignorant pas qu'il y a une mécanique de défense à l'œuvre, même si la personne est dans un déni, c'est-à-dire qu'elle ne se rend pas réellement compte qu'elle attaque ou qu'elle s'autodétruit pour se protéger, elle sait quand même, parce qu'elle voit la réaction, notamment si on observe la maison 7, si on observe la façon dont elle va échanger avec le monde, on va avoir des marqueurs qui vont nous donner des indices là-dessus, ou la maison 3, ou la maison 11. Et on peut se dire, on peut savoir déjà, on peut parler avec elle, on peut lui amener cette lecture-là, de lui dire, voilà, il y a aussi une culpabilité qui naît de ça, parce que vous savez que votre rapport au non-moi, c'est-à-dire tout ce qui commence à partir de la 7, qui n'est pas propre à l'ego et à la 1, et au moi, dysfonctionne. Et on culpabilise parce qu'on a l'axe Vierge-Poisson qui est marqué, qui est un axe qui est basé sur l'empathie, donc sur la compassion, donc sur le fait de souffrir avec l'autre, sur le fait de prendre la douleur de l'autre, de la comprendre très bien. Pour autant, on a plusieurs façons d'y répondre, comme je vous le disais. On peut y répondre jusqu'à l'épuisement, et à force de se mettre à la place des autres, ça devient tellement souffrant que soit on s'autodétruit et on se ferme quand même, soit on se ferme toujours, mais on va attaquer pour interdire l'ouverture de cette porte.
Dans les deux cas, c'est une inadaptation, c'est un complexe social. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'en savoir plus. L'ouvrage de Dan Rudyard, il est trouvable sur Internet, je pense qu'il est trouvable aussi en librairie. Les articles de Dan Rudyard sont consultables en ligne chez de nombreux astrologues, je vous laisserai faire vos recherches. Les travaux d'astropsychologie sont toujours en cours. Et si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans l'exploration des complexes psychologiques, au travers du prisme de l'astrologie, il y aura un webinaire en janvier 2024 qui sera consacré à ça. Je vous en reparle très très vite. Ça viendra en plus de l'ouverture du site des cours. Les places seront limitées. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Haut Décime. Ciao.